puissent vous raisonner. Ça fonctionne un peu comme une secte. On isole les personnes. Allez-y, une réponse. En fait, c'est en fait niveau, c'est quoi? Non, mais je veux pas forcément. Là, on est mais là, on est à un niveau complètement différent. C'est-à-dire que mon père était tout à fait complice. Pas du tout parce que il était lui, enfin, à ma connaissance, c'était pas un pédocriminel. Par contre, mon père était un journaliste qui travaillait pour le renseignement israélien. Et donc, dans les activités de Gabriel Matzneff, je suis sûre, enfin, je veux dire, il a travaillé pour différents services au cours de sa vie, ça me paraît une évidence. Et donc, je me demande si je n'ai pas été utilisée comme appât, quelque part. Parce que mon père m'a présenté, enfin m'a fait passer plusieurs jours avec ses amis. Il m'a amené à Bruxelles pour me mettre en présence de ces gens-là qui m'ont cuisiné et qui voulaient sans doute voir ce qu'ils pouvaient faire avec moi. C'est-à-dire, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'assez... il y a tout un projet derrière tout ça, parce que je venais juste de rencontrer Matzneff, et c'était avant que justement le lancement de toute cette opération de promotion avec les moins de 16 ans, etc. Et je pense qu'il s'agissait soit de le recruter lui, soit de le faire chanter, soit d'obtenir quelque chose de lui. Je pense qu'il y avait cette dimension. Donc il y a une dimension, disons, politique très très nette. Mais bon, ça n'arrive pas à tout le monde. Alors, voilà, j'allais dire, est-ce que vous convenez que quelque part les prédateurs profitent d'un cercle familial un peu fragile où l'adolescente... Ah bah oui, parce que mes parents étaient séparés. Bah voilà. Venaient de se séparer. Et donc, et ça, ils voulaient... Moi, c'est pour ça que j'ai voulu, dans cette enquête, aller retourner à l'origine, en tout cas aux années 70, parce que l'origine de cette situation, c'est l'exception française qui a consisté à être le laboratoire d'une propagande pédophilique subventionnée par l'État, parce que c'est quand même, Matzneff, il était subventionné dès 73 ou 74 par l'État. On va montrer un courrier. Voilà, la technique nous montre le courrier. Donc, allez-y, voilà. Vendredi 2 novembre, Gabriel Chéri, je suis encore... Ça, c'est un courrier là, que vous écrivez à Gabriel Matzneff. Voilà, je suis encore hélas à Bruxelles, je veux partir et revenir. Allez-y. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi ce courrier? Qu'est-ce que signifie ce courrier? Qu'est-ce qu'il est dit exactement? Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, mon père voulait m'impliquer dans une opération avec ses amis du renseignement israélien, comme il pouvait difficilement le faire à Paris, parce qu'à Paris, il pouvait pas m'isoler comme ça pendant plusieurs jours. Il m'a amené à Bruxelles et on était avec j'ai passé du temps avec ces gens-là qui m'ont cuisiné. J'étais pas très à l'aise puisque j'écoute sans dire mot. Je me méfiais beaucoup, mais je n'avais aucune idée en fait de ce qui se passait. Et tout ça, à mon avis, est complètement en relation avec Matzneff, puisque ça se passe quelques semaines après que je l'ai rencontré. À mon avis, ces gens-là, soit se sont servis de lui, soit en tout cas en avaient l'intention. Ces gens-là, c'est qui? C'est des gens de l'ambassade. Alors là, dans la lettre, je dis gravité autour du ministère. En fait, c'était un lapsus calami, c'était autour de l'ambassade. Et si vous voulez, nous, on habitait à côté de l'ambassade d'Israël à Paris. À l'époque, l'ambassade d'Israël était rue Wagram et on habitait rue Ampère. Donc c'était on habitait tout à côté. Et donc moi je savais très bien ce que c'était que l'ambassade israélienne parce que mon père y passait son temps. Et là, voilà, je suis mise en présence de ces gens qui attendent quelque chose de moi. Et je sais toujours pas quoi d'ailleurs, mais je vais continuer à enquêter, ça c'est sûr. C'est le combat de votre vie.
C'est un besoin, dans la mesure où j'ai eu ma vie ravagée par toute cette histoire, pas seulement par l'histoire avec Matzneff, mais par l'hostilité et la persécution à laquelle je suis toujours, dont je suis toujours l'objet de la part des gens de Grasset, c'est-à-dire particulièrement de Bernard-Henri Lévy et d'Olivier Nora. Il faut absolument que j'aille au fond de cette histoire et que je découvre la vérité. Mais vous avez quand même un petit quelque chose, j'imagine quand même, vous arrivez... vous êtes... Pour moi, je vois de plus en plus clairement que c'est une opération qui a été montée et exécutée. Alors, dans mon livre, je me demande, alors je ne conclus pas, mais je me demande si justement le docteur Simon, qui était tellement actif, à la fois... je veux dire, pour faire avancer la révolution sexuelle, pour la faire advenir en France, est-ce que et sa fille dit, voilà, il a construit une fusée à 3 étages qui était, comme je l'ai dit, la loi Neuwirth, le rapport le rapport Kinsey, là, français, et la loi sur l'avortement. Est-ce que la pédophilie était le 4e étage de la fusée? C'est la question que je pose avec ce livre. Et donc les conséquences que vous venez de décrire n'ont rien d'étonnant. Vous comprenez, si c'est une opération qui a... Alors, c'est vrai qu'il faut regarder les arguments et les indices que je donne. Parce que merci à vous, chère Francesca. Moi, je conseille... Et que ça s'inscrit dans la ligne directe de la révolution sexuelle qui a suivi même 1968. Et aujourd'hui, pour vous dire mon idée, j'ai été très frappée quand Macron a été élu et qu'on a appris qu'il avait qu'à 14 ans, il avait eu une relation avec un professeur de 39 ans. Et je m'étais dit à l'époque, mais est-ce que c'est une façon de faire la promotion de la pédophilie, de la rendre acceptable? Pourquoi est-ce que cette personne n'a jamais été poursuivie? C'est assez incroyable. Et pourquoi est-ce que les médias ont présenté ça comme une merveilleuse histoire d'amour? Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que c'est un sujet terriblement d'actualité. Je sais que beaucoup de spectateurs qui nous regardent avaient l'exemple du couple Macron en tête, mais c'est évidemment ça s'inscrit dans ce que vous dites, ce contexte de promotion où on normalise complètement, et l'histoire du couple Macron, factuellement, ça n'est même pas une question d'idéologie politique ou autre, chacun pense ce qu'il veut, on s'en moque, mais factuellement, c'est une professeure de théâtre qui a 39 ans et est sortie avec son élève qui en avait 14. Et à grand renfort de propagande, les médias ont parlé de love story, d'histoire d'amour extraordinaire, mais encore aujourd'hui en France, en 2022, sauf erreur du côté de Montpellier, un professeur avait été condamné, un professeur d'EPS, sauf erreur, pour des faits similaires. Donc on voit bien qu'il y a effectivement une normalisation et que l'histoire du couple Macron il participe grandement jusqu'à les accusations en complotisme de ceux qui relaient ce que nous disons là, qui est purement factuel, qui se retrouve dans les biographies de Brigitte Macron comme d'Emmanuel Macron. Oui, c'est ça. Et après, quelques années plus tard, quand ils se sont fait photographier et filmer avec des musiciens travestis à l'Élysée, sur le perron et puis dans les salons, alors je me suis demandé si, en plus de la pédophilie, ils faisaient aussi de la banalisation du mouvement trans. Et c'est bien à ça qu'on assiste. Depuis l'arrivée de Macron au pouvoir, il faut tout le temps mettre en avant les comportements trans. Oui, complètement. Et c'est vrai que plusieurs signaux qui renforcent cette supposition-là. Là encore, on n'a pas la preuve formelle d'un papier signé par Emmanuel Macron sur cette volonté-là, mais on peut penser aussi sur la photographie, le portrait officiel d'Emmanuel Macron, de la présence d'un livre d'André Gide. Donc, on a quand même un élément qui déjà... Oui, il y a toute une atmosphère.